bien en attendant que ça se mette en place, donc je vous remercie bien entendu d'être là. Donc voilà, la Société d'Histoire a décidé de faire cette conférence sur la guerre de 1870, tout simplement, parce que c'est le 150e anniversaire, mais le 150e anniversaire, c'était il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, il y avait, comme actuellement, un petit peu les problèmes du Covid, donc on a retardé au maximum. Je dois vous dire que la salle polyvalente, à ce moment, il y a le Souvenir français qui fait une petite exposition. Elle est visible de 18h à 19h, et c'est ouvert jusqu'à... C'est ça 17 à 18, merci. Et elle est visible jusqu'à dimanche inclus. Alors, 150 ans, la guerre de 1870, c'est une guerre qui est peu connue, assez méconnue, disons. On connaît bien sûr la Première, la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, cette guerre de 1870 a été introductive un petit peu de ces deux guerres, de 14-18 et de 39-45. C'était une catastrophe, cette guerre. Je vais essayer de vous l'expliquer en 1 heure. Elle ne s'est passée que sur 6 mois et demi, je crois. Elle a été très rapide. Mais il y a eu beaucoup de morts. Et les soldats français se sont battus contre des lions, contre des ennemis, on va dire, les Prussiens, qui étaient aussi fort bien armés et qui étaient fort bien aguerris, peut-être plus aguerris que cette armée française. En plus, qu'il y avait un état-major qui n'était pas prêt, qui était un peu insuffisant aussi. On va le voir. Alors, 1870, on parle de l'année terrible. L'année terrible, c'est Victor Hugo qui a écrit un petit bouquin avec 96 poèmes à l'intérieur. Il a écrit cela en 1872, c'est-à-dire 1 an après que la guerre ait été finie. Il a écrit lorsqu'il était au Luxembourg. Juste avant, il était en Belgique, il s'était réfugié en Belgique à cause des problèmes qu'il y avait eu en France. Et en Belgique, on l'avait expulsé. Le roi des Belges l'avait expulsé, parce qu'il avait des tendances un peu trop républicaines. Donc, il se retrouve dans le Luxembourg, il écrit donc des poésies donc, sur cette guerre, sur ces faits d'armes, sur tous les morts qu'il y a eu, et il y en a eu beaucoup. Et ce recueil s'appelle L'année terrible, dont tout le monde, lorsqu'on parle de l'année terrible, on parle de 1870, qui a continué un petit peu, la guerre a continué sur quelques mois, sur 1871. Alors, pour replacer cette guerre, on est obligé de le prendre dans un contexte beaucoup plus large. Il faut se remettre dans le cadre du XIXe siècle, au sortir d'une révolution française, à la sortie d'un premier empire. On va voir un petit peu tout ce qui s'est passé. C'est un siècle d'instabilité politique et sociale. Mais c'est aussi le siècle où c'est qu'il y a eu le plus d'avancées au niveau industriel. C'est une véritable révolution industrielle. C'est l'arrivée des machines à vapeur, c'est l'industrialisation, c'est des grandes usines, et évidemment avec beaucoup d'évolutions technologiques, dont peut-être la plus importante, parmi d'autres bien entendu, c'est le chemin de fer. Le contexte politique général au XIXe siècle, eh bien, jusqu'à la fin de ce XIXe siècle, il y a eu beaucoup de régimes qui se sont mis en place, grosse instabilité, à savoir tout d'abord, au sortir de la Révolution, le premier empire avec Napoléon Ier de 1804 à 1815, avec un petit intermède, on va l'appeler comme ça, qui est la première restauration du frère de Louis XVI qui a été décapité, c'est Louis XVIII, et Louis XVIII, d'avril 1814 à mars 1815. Ensuite, il y a Napoléon qui était exilé à l'île d'Elbe qui revient, c'est les 100 jours donc 3 mois et un peu plus, de mars 1815 à juin 1815 qui se finit par Waterloo, et avec évidemment, il repart vers Sainte-Hélène, une seconde restauration légitimiste, c'est-à-dire royaliste légitimiste de 1115 à 1830, avec Louis XVIII qui revient de nouveau dans sa seconde restauration, et avec Charles X qui est aussi le frère de Louis XVIII et qui était aussi le frère de Louis XVI. Alors là, il y a une erreur de date, je ne vais pas corriger, mais je vais vous montrer la correction. Après, il y a une révolution sociale très importante, c'est ce qu'on appelle les Trois Glorieuses qui se passe en 1830, ce n'est pas 1848, c'est une erreur. Et cette Trois Glorieuses, qui était donc une révolution sociale, où on sentait des forts courants républicains, débouche
sur une royauté, une monarchie, mais une monarchie beaucoup plus souple. C'est une monarchie orléaniste avec Louis-Philippe d'Orléans. Il faut savoir que les légitimistes et les orléanistes ne s'entendaient pas trop. Les uns, les légitimistes, étaient pour le drapeau blanc, les orléanistes étaient pour le drapeau bleu-blanc-rouge et étaient beaucoup plus modérés. Louis-Philippe d'Orléans, il y aura la fin de son règne, il y aura une révolution en 1848, et cette révolution de 1848 en France va donner une véritable révolution de l'Europe, la révolution des peuples. Pratiquement tous les pays européens vont faire une révolte. La plupart seront fortement matés par les régimes en place, et les régimes monarchistes notamment. Il n'y a que la Belgique, les Pays-Bas et les pays scandinaves qui n'auront pas ce printemps des peuples qu'on va appeler. Et là, après, c'est l'Italie, toute l'Europe centrale, même la Prusse, où il y aura des révolutions, des révoltes, en tout cas des révoltes sociales. En 1848, c'est Lamartine qui mène un peu tout ça, avec d'autres bien entendu. C'est la Deuxième République. La Deuxième République qui va nommer un premier président de la République, puisqu'il s'agit d'une république qui se met en place. Et le premier président de la République, il n'y en a pas eu avant, malgré qu'il y ait eu une république à la fin du XVIIIe siècle, qui n'a duré que peu de temps. Cette Deuxième République a comme président Napoléon Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte, c'est le futur Napoléon III, qui lui, évidemment, le 2 décembre 1851, va faire un coup d'État et va mettre en place le Deuxième Empire qui va fonctionner jusqu'à la défaite de Sedan, qui fait l'objet donc de cette conférence de ce soir sur la guerre de 1870, et qui va donner ensuite, le 4 septembre 1870, l'empereur va être déposé, l'empire va s'arrêter, et ça va être la Troisième République qui va se mettre en place. Donc vous voyez que dans ces cadres-là, dans cette année-là, il s'est passé beaucoup de choses. Il faut savoir que chaque fois qu'il y a eu des révoltes, ou ce qu'on appelle d'une façon plus forte des révolutions, évidemment, il y a eu beaucoup de morts. Et souvent, même lorsqu'il y a eu la révolution de 1830 ou 1848, quelques années après, bien que ce soit des réformes sociales allant vers la République, les populations ouvrières ont souvent été matées. Et il y a eu beaucoup de morts. Même on a tiré, par exemple, lors de la révolte des Canuts à Lyon, au canon sur la population. Et en 1848, bien qu'en février 1948, lors de la Révolution, tout avait l'air de bien se passer pour la République, en juillet 1848, c'est pareil. De nouveau, on va tuer des centaines de personnes. Donc on voit bien qu'il y a une grosse instabilité politique à cette époque-là. Le contexte socio-économique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la grande révolution industrielle, les bouleversements sociaux de l'industrialisation. Pour vous donner un exemple, fin XVIIIe siècle, à Revel, il y avait 200 marchands drapiers, des gens qui faisaient des draps, des choses comme ça. Début XIXe siècle, ça n'existe presque plus, ces gens-là ne travaillent plus. Ils sont au chômage, ou s'ils ne veulent pas être au chômage, eh bien, il faut qu'ils désertent les petites villes, ils doivent déserter les campagnes pour partir vers les centres industriels, comme Lyon, comme d'autres. Et là, on travaille dans des grandes usines, avec évidemment des conditions de travail très difficiles. On travaille 15 heures à 16 heures par jour. Des enfants de 6-7 ans sont au travail, avec des salaires très très bas. Et donc, ça crée beaucoup de tensions. Je vous ai parlé donc du printemps des peuples, je n'y reviens pas, je l'avais mis là-dessus, le printemps des révolutions. Là, vous voyez sur cette carte qu'il y a là, toutes les petites étoiles qu'il y a, ce sont des révoltes qui se sont passées pendant l'année 1848. Vous voyez, en moins d'un an, toute l'Europe, socialement, il y a eu des révoltes et des révolutions qui sont faites pendant cette année-là. Les évolutions technologiques, je vous en ai parlé très rapidement, mais aussi, et je vais dire, je tendance à le dire souvent ça, et surtout, il y a des révolutions urbaines et vières. Je m'explique. Révolution urbaine, c'est-à-dire que, par exemple, Paris change complètement de physionomie. C'est Haussmann qui va faire les grandes allées. On ne retrouve plus les petites rues de Paris. On modernise Paris. Et sur le plan vière, c'est-à-dire les voies de communication, eh bien, c'est ce que je vous disais, c'est le chemin de fer. Pendant ce XIXe siècle, bien que après les guerres napoléoniennes, on pensait que ça pourrait se calmer, eh bien non, il y a toujours eu des guerres. Il y a eu des guerres en Italie,
Il y a eu des guerres au Mexique menées par les Français. Les Français, on était dans le cadre de ces conflits. Il y a eu des guerres dans l'Empire austro-hongrois. Il y en a eu en Crimée, et j'ai oublié, il y en a même eu en Chine. Pour l'Italie, par exemple, je prendrai rapidement l'Italie parce que Napoléon III rentre dans ce cadre-là. Napoléon III, bien qu'il ait été quelqu'un de très... qu'il ait fait beaucoup d'absolutisme et qui n'ait pas été très libéral au départ, dans les années 60-62, il y a eu libéralisation de l'Empire et il a aidé l'Italie notamment à se constituer en tant que pays, étant donné que l'Italie est tout à fait morcelée. Il était un petit peu pour les nationalités européennes, pensant que le fait qu'il y ait des nationalités à part entière dans certains pays, ça éviterait des conflits. Et pour la Prusse, c'était pareil. La Prusse était morcelée, je reviendrai tout à l'heure, était morcelée. Il pensait que la Prusse, il fallait qu'elle s'unisse pour éviter que tous ces petits pays s'unissent pour éviter les guerres. Mais ça ne s'est pas toujours passé comme ça. La preuve, ça a été la guerre de 1870. Quant au Mexique, ça a été une histoire de gros sous aussi, d'envoi d'un corps expéditionnaire français, avec notamment la maison d'Autriche. Et là, ça s'est un peu mal passé. Les gens sont revenus du Mexique. Et il y a eu beaucoup de chefs de l'armée de Napoléon contre les Prussiens lors de la guerre de 1870, qui avaient fait la guerre du Mexique, notamment un dénommé Achille Bazaine, que l'on retrouvera tout à l'heure. Vous allez voir qu'il n'a pas été tout à fait à la hauteur. Alors, la guerre de 1870, c'est une guerre qui est le plus souvent oubliée, passée sous silence. Et pourtant, comme je vous le disais, si cette guerre n'avait pas eu lieu, peut-être qu'il n'y aurait pas eu par la suite la guerre de 1914 et 1918, la guerre de 39-45. Parce que ça, c'est toujours histoire de revanche. Les Français ont voulu la revanche de 1870 et les Allemands, en 1939, ont voulu avoir la revanche de 14-18, dans un contexte politique que vous connaissez, le nazisme, ainsi de suite. Napoléon III était marié à l'impératrice Eugénie. Il est né, alors je ne me rappelle plus, j'ai des problèmes un petit peu avec les dates. Il est né vers 1804-1805, je pense. Donc l'impératrice Eugénie, elle vient d'une grande famille espagnole, la famille de Montijo. Je le dis avec la jota espagnole, des Montijo. Et quand on la voit sur la photo, elle a l'air bien douce, bien gentillette, bien calme, tout ça, mais elle avait beaucoup de caractère. Vous allez voir par la suite qu'elle a eu des démarches, bien que ardente patriote, bien qu'espagnole, ardente patriote française, puisqu'elle était pour la continuation de la guerre, malgré que l'Empire et que son mari dont été fait prisonnier et que l'Empire était tombé, que la République avait été mise en place en France, elle avait été pour la continuation de la guerre parce qu'elle ne pouvait pas souffrir d'avoir des étrangers sur le territoire français. Par contre, elle a été, avec quelques personnes qui étaient autour d'elle, elle a été de très mauvais conseils lors de cette guerre de 1870, puisqu'à la fin, Napoléon III ne commandait pratiquement plus. C'est plus lui qui décidait, c'était plutôt l'impératrice et quelques personnes qui étaient autour de cette impératrice. Alors, les éléments déclenchants, on va rentrer maintenant un petit peu dans le sujet. Là, c'était un petit peu, comme on dit dans un repas, c'était les entrées. Donc, on ne va pas rentrer dans le plat de résistance, c'est-à-dire la guerre de 1870. Quels ont été les facteurs déclenchants? Eh bien, les facteurs déclenchants, alors que, ma foi, la Prusse et la France, bien qu'on dise que souvent c'est des ennemis héréditaires, ceci, cela, mais ils ne s'entendaient pas trop mal. Par exemple, le roi, alors c'est pas l'empereur au départ, il devient empereur après, le roi de Prusse, Guillaume Ier, s'entendait très bien avec Napoléon III. Pareil pour Bismarck. Bismarck a eu l'occasion de le rencontrer à Biarritz pour parler justement de ces courants de nationalité. Il n'y avait pas de problème, donc il ne devait pas y avoir de problème particulier. Et il y avait une partie des États allemands du sud-ouest, à savoir le Bède, le Wurtemberg, la Bavière, qui étaient des États qui faisaient partie de cette confédération germanique et qui étaient très amis avec les Français. On s'entend très bien, même sur le plan social, les ouvriers allemands allaient en France, les ouvriers français allaient en Allemagne, il y avait des échanges, ça se passait très bien. Ça se passe très mal à partir de quand? Ça se passe très mal à partir de 1862, où le roi de Prusse, Guillaume, appelle un ministre-président, on l'appelle ministre-président, genre le premier ministre si vous voulez, qui s'appelle, c'est la personne, le portrait que vous avez complètement à droite, le ministre-président Otto von Bismarck.
Vous le voyez au visage, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir sacrément du caractère. Et lui, il va dès le départ, dès 1862, il va prononcer un discours célèbre qui fixe l'avenir. Alors, je ne vais pas faire un parallélisme avec Adolf Hitler, mais Adolf Hitler, par exemple, dès 1832 avait écrit Mein Kampf, il avait tout écrit. Il avait dit exactement ce qui allait se passer. Et bien là, Bismarck, il avait fait, lui, par contre, un discours qui fixait l'avenir. Et cet avenir, c'est qu'il voulait absolument créer la grande Allemagne, créer l'empire allemand, puisque pour le moment, Guillaume Ier était roi de Prusse, et lui, Bismarck, faisait partie de la Prusse, de son royaume de Prusse. Et il avait dit, il n'avait pas peur de dire qu'il était prêt, qu'il allait certainement réaliser cette unité allemande par le feu et par le sang. On l'appellera d'ailleurs le chancelier de fer. Quant au roi, lui, qui avait l'air, enfin d'après les récits, moi j'ai lu, hein, je veux dire, j'étais pas là à cette époque-là, qui avait l'air un gars qui était assez sympa quand même avec Bonaparte, il avait de bonnes relations. D'ailleurs, même après la prise de Sedan, il s'appelait mon frère, même après la défaite. On l'a appelé le roi de la mitraille. Pourquoi? Parce que pratiquement, pendant tout son règne, il a été en guerre. Alors il a été en guerre d'abord parce que Bismarck le poussa à faire cette guerre pour faire cette unité allemande. Et l'unité allemande, Bismarck, c'est un sacré calculateur. Je n'hésiterai pas, ce n'est pas moi qui ai inventé le nom, c'est d'autres auteurs. C'est un véritable fourbe, c'est un malin. Et Bismarck va s'allier avec l'Autriche. Et avec l'Autriche, ils vont dire on va attaquer le Danemark et on va récupérer deux provinces danoises qui sont le Schleswig et l'Holstein. Et évidemment, très rapidement, en très peu de temps, ils attaquent le Danemark et ils récupèrent ces deux provinces, on va dire, et ils se les partagent. L'Holstein est donné à l'Autriche, je crois, ou c'est le contraire. Non, l'Holstein est donné à l'Autriche et le Schleswig est donné à la Prusse. Ça, c'est en 1864. Et en 1864, non, c'est en 1864, pardon. Et 2 ans après, en 1866, les Prussiens ne sont pas contents des Autrichiens. Ils se disent, vous gérez mal votre province et on va la récupérer. Voilà. Alors ils les attaquent très rapidement, en quelques jours, en quelques semaines. Par la bataille de Sodewo, les Prussiens gagnent cette guerre contre l'Autriche en 1866 et récupèrent les deux provinces. Par contre, ils laissent l'Autriche intacte, mais du coup, la Prusse devient le leader un petit peu de cette confédération germanique qui est constituée de plein de petits États. Il y en a 15, 18, 20, par endroits, il y en a même 40. Et comme je vous disais, la partie sud-est de l'Allemagne est très proche, disons, pas francophile, mais aime bien les Français. C'est le Bède, le Wurtemberg, la Bavière et une autre province, je ne me rappelle plus le nom. Donc, pour Bismarck, à partir de là, une fois que l'Autriche est annihilée et que c'est la Prusse qui dirige plus ou moins cette confédération germanique d'Allemagne du Nord, pour Bismarck, il faut absolument qu'il s'allie l'Allemagne du Sud. Il va s'allier l'Allemagne du Sud en faisant un traité et en disant, écoutez, maintenant, vous avez vu, pour l'Autriche, pour le Danemark, bon, les petits pays, quand même, ils ne sont pas très, très à l'aise. Ils disent, la Prusse, c'est quand même un gros pays. Enfin, ils ont une grande force militaire. Donc, on va s'allier à eux, mais pas sur n'importe quelle condition. Et Bismarck leur dit, voilà, on va faire un truc clair et net. Si la Prusse décide de déclarer une guerre, vous n'êtes pas obligé de nous suivre. Mais si quelqu'un déclare la guerre à la Prusse, il faudra que vous soyez nos alliés. Sous-entendu, il avait déjà derrière l'oreille le fait qu'il allait faire en sorte que la France déclare la guerre à la Prusse. Parce que, dans ce cas-là, s'il n'y avait pas une alliance de ces pays-là, la Prusse aurait été moins forte, et ma foi, la France, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Donc voilà, le traité est fait, la confédération des pays d'Allemagne du Nord est faite, mais l'Empire n'est pas encore en place. Alors ici, vous avez une carte qui montre justement l'Empire d'Autriche qui est ici, qui reste Autriche, et à la fin, après 1870-71, la Grande Allemagne, c'est ça, voilà, c'est tout ça, et ça va devenir un empire allemand. Vous voyez que la Pologne n'existe plus, n'existe pas, il y a la Russie qui est juste à côté, et on a même donc évidemment l'Alsace-Moselle qui a été annexée. Mais ça, c'est après la guerre de 70, évidemment.
Alors, nous sommes toujours dans les facteurs déclenchants. Donc là, vous avez compris un peu ce qui va se passer. Bismarck va essayer de faire en sorte que la France déclare la guerre à la Prusse. Et du côté français, ma foi, on voit que depuis que Napoléon a mis en place l'Empire, ben, au départ, c'était très bien. Au niveau de l'Assemblée, il avait pratiquement tous les sièges qui étaient bonapartistes, à part 5 sièges royalistes et 3 sièges républicains. C'est ce que vous avez ici. Voilà, 1852. Et après, il y a une érosion qui se fait un petit peu. Il y a un peu plus de républicains. Par contre, là, il n'y a pratiquement plus, en 1957, il n'y a presque plus de monarchistes. En 1863, les républicains, il y en a encore un peu plus. Il y a un peu plus de royalistes. Et en 1869, il y a vraiment, on commence à se poser des questions au niveau des bonapartistes. Il y a de plus en plus de républicains, un peu plus de royalistes. Donc ils disent qu'il y a une certaine érosion du pouvoir, il va falloir faire quelque chose. Ils vont mettre en place un référendum pour montrer que le peuple français est bien avec l'Empire. Et ce référendum va se faire en 1870, au début de l'année 1870. Alors là, je l'ai mis peut-être un peu trop tôt, mais ça, c'est pour vous montrer comment est l'Assemblée, une fois que la guerre de 1870 est finie, 1870, début 71, quand Napoléon III a perdu le pouvoir. Et on voit très bien, ici, que vous avez une majorité de légitimistes, dont royalistes, une majorité d'orléanistes, dont monarchistes aussi. Les bonapartistes, ce n'est que ces petits points verts. Je ne sais pas si vous faisiez le distinguo des couleurs. Ici, nous avons les libéraux. C'est des sortes de républicains, mais qui ont, comme on dit, un peu les fesses sur 2 chaises. C'est là que se retrouve Adolphe Thiers, par exemple. Et ici, on a des républicains modérés, qui sont vraiment en plus grand nombre. Les modérés, comme par exemple Gambetta, Clemenceau, et enfin les républicains radicaux, qui eux sont les gens de l'extrême gauche, les proudhonistes, les bakunistes, les marxistes, et ainsi de suite. Donc vous voyez bien qu'à la sortie de la guerre de 1871, notamment au 8 février 1871, lorsqu'il y a des assemblées législatives, la Troisième République qui a été fondée le 4 septembre 1870, la première assemblée législative est formée de plus de 50% de monarchistes, plus bonapartistes. Donc on a une république quand même qui est pour moi, enfin pour beaucoup d'auteurs, une pseudo-république. Elle ne deviendra vraiment république qu'à partir de 1876, puis 1880, lorsque MacMahon ne sera plus président et lorsque ce sera Jules Grévy qui prendra la présidence. Là, on aura une véritable république avec des bonnes lois sociales pour le peuple. Voilà, j'ai pas appuyé où il faut. Alors, comme je vous disais, je reviens en arrière, j'avance, je recule, vous suivez, c'est bon? Bon. Alors, je reviens sur ce Napoléon III qui trouve que, depuis qu'il est empereur, qu'il y a une érosion un petit peu politique pour les bonapartistes. Alors, il fait son plébiscite, il met en place un plébiscite, et le plébiscite est demandé un petit peu par les ultra-bonapartistes, parce qu'il y a là aussi, chez les bonapartistes, il y a les modérés, et puis il y a ceux qui sont à fond, qui ne sont pas modérés du tout. On les appelle des mamelouks. C'est les mamelouks. C'est eux, d'ailleurs, on y reviendra dessus lorsqu'on parlera de la déclaration de guerre de 1870. Donc il y a une tension sociale très importante, une montée du républicanisme, je ne sais pas si le mot est bon, avec des pressions monarchistes. Les bonapartistes ne sont pas très à l'aise là-dedans. Surtout qu'on voit très bien, sur la carte de ce plébiscite, eh bien, il y a des zones en rouge, c'est des zones essentiellement industrielles, où il y a beaucoup d'ouvriers, c'est des zones, des espaces où il y a beaucoup d'ouvriers, donc qui sont plus ou moins politisés, et qui vont voter de 35 à 50% contre le plébiscite. Et à Paris, c'est plus de 50%. Alors des endroits, c'est 70-80%. C'est pour ça qu'après, que va arriver la Commune de Paris au sein de cette guerre de 1971. Mais quand même, par rapport à tout, on voit très bien que les zones rurales vont voter oui au référendum, au plébiscite, je me suis trompé de nom, au référendum de Napoléon III. Et Napoléon III, à la fin, ne sera pas très mécontent, puisqu'il aura recueilli quand même plus de 80% des suffrages. Donc pour lui, tout va bien, ma foi, c'est pas trop mal, malgré qu'il est républicain, c'est monarchiste, hein. Mais il y a encore plein de gens qui croient en lui. Donc, début de 1870,
eh bien, il est content de ce plébiscite, mais ce plébiscite, par contre, aura causé quand même des petites montées sociales, il y a des révoltes et des révolutions. Évidemment, je ne vous parle pas de toutes les grèves qu'il y a pu y avoir dans les dernières années, dans différents sites industriels comme le Creusot et bien d'autres. Donc, autre facteur déclenchant, et c'est le... Alors, ça vous avez compris que pour le plébiscite, Napoléon a un bon pourcentage de voix, mais il n'est pas trop content, il n'est pas content à 100%, il n'est pas satisfait à 100%. Il y a les Mamelouks et la princesse Eugénie de Montijo qui lui dit il faudrait faire quelque chose pour redorer un petit peu le blason de Napoléon, du grand Napoléon Ier. Toi, tu es Napoléon III, mais Napoléon Ier avait fait des guerres, avait fait des choses comme ça. Donc, a priori, il y a une certaine poussée, notamment des Mamelouks, qui sont les ultra-bonapartistes, qui forment quand même un corps politique important à l'intérieur des gens qui sont près de Napoléon III. Ils ont tendance quand même à aller vers la guerre. Napoléon III, lui, il n'a pas trop envie de faire la guerre. Toujours est-il qu'il y a un événement qui va précipiter les choses. Cet événement, c'est que... Alors, vous suivez, c'est un peu compliqué. Hein, vous savez, quand j'ai monté la conférence, il a fallu que j'aille au plus court et parler des choses les plus importantes. C'est que sur le trône d'Espagne, ça ne va pas. Depuis la révolte 1848 qu'il y a eu dans toute l'Europe, en Espagne aussi, il y a ces problèmes-là. Donc, il y a la reine qui s'appelle Isabelle II, qui est très mal... qui n'est pas du tout aimée en Espagne. Et il y a des mouvements, notamment les carlistes, qui vont lui demander d'abdiquer, de partir du trône d'Espagne, et elle va se réfugier chez son amie, qui est l'impératrice Eugénie, en France. Elle va à Paris. Elle s'exile, en quelque sorte. Voilà. Et du coup, le trône d'Espagne, on a quelques difficultés pour trouver quelqu'un qui va prendre le trône d'Espagne. Alors, il y a des propositions. Alors, on commence à parler des orléanistes, parce que vous savez, les rois, à cette époque-là, que ce soit en France, on pouvait être français et prendre le trône d'Espagne. On a bien vu des rois danois prendre le royaume de Grèce, etc. Donc là, on propose le fils de Louis-Philippe, français, un orléaniste. Et là, Napoléon III dit « Niet, les orléanistes, ce n'est pas mes copains. Moi, j'ai pris le pouvoir après qu'ils soient passés. Pas question qu'il y ait un orléaniste. Bon, on va trouver quelqu'un d'autre. » Et on a une idée, alors on demande, en Prusse, notamment dans les petits États du sud-est, à côté du Bay du Württemberg, qui s'appelle une province d'Hohenzollern, on demande au prince Léopold de Hohenzollern de Sigmaringen, c'est une petite ville sur le Danube, de Sigmaringen, s'il ne voudrait pas prendre le trône d'Espagne. En plus, il est jeune, intelligent, bien lettré. Ils viennent de haute lignée, aristocratique. Donc, pourquoi pas? Donc, on propose ce Léopold de Hohenzollern. Mais là, ça touche aussi, du côté de la France. On connaît bien l'histoire. Hein. L'histoire de l'Europe, l'histoire de France. Napoléon III, on la connaît très bien. Il se rappelle fort bien que lorsqu'il y a eu lorsque Charles Quint, Charles V, au XVIe siècle, était maître du Pays-Bas, de la Belgique, de l'Allemagne, de la Prusse et de l'Espagne. Il avait fait un immense empire, l'empire de Charles Quint, et il s'était battu contre François Ier. Il y a eu beaucoup de guerres. Donc Napoléon III, il dit « Ouh là là, ça devient un peu dangereux, cette histoire. On va être pris en tenaille entre la Prusse, peut-être l'Autriche, parce que l'Autriche, bien qu'elle ait perdu contre, peut très bien se mettre avec l'Allemagne, et l'Espagne, c'est-à-dire on est cerné, il risque d'y avoir des problèmes. Donc ils refusent, ils disent non, il n'en est pas question. Et ils vont voir Guillaume Ier en Prusse, et ils disent c'est pas possible ça, alors ils expliquent, ceci, cela. Donc il y a une renonciation de Napoléon III, renonciation formelle, et puis en plus, ils disent bon, ben, écoutez, on ne veut pas de cette personne-là comme roi d'Espagne. Guillaume Ier, qui est très courtois, très sympathique, dit « Ok, il n'y a pas de problème, on va voir un petit peu avec les Hohenzollern, dont les Hohenzollern se mettent au second plan. » Le père, notamment, de ce Léopold de Hohenzollern,
explique bien à Léopold que ça va être un cas de casus belli, ça va faire la guerre, donc il dit de ne pas y aller. Bon, jusque-là, tout se passe très bien. Mais Napoléon Ier veut plus. Et Napoléon Ier dit le cadet de Léopold était monté sur le trône de Roumanie malgré une première rénonciation. Donc si vous renoncez maintenant, rien ne me dit que dans 20 ans, vous allez prendre le trône d'Espagne. Donc il en remet une autre couche, Napoléon III, poussé par l'impératrice Eugénie et par les Mamelouks. Et là, ça coince un petit peu. Parce que Guillaume Ier, il dit moi, je ne décide pas à ce niveau. C'est le Hohenzollern qui va expliquer ça, qui vont prendre la décision. Moi, je n'ai pas la possibilité de prendre cette décision. Donc, il faut vous convoyer avec eux. Et, a priori, ça aurait pu bien se passer. Mais le problème, c'est que Bismarck, lui, est à Berlin. Il est en présence de grands généraux comme Monk et comme Ron, qui sont des généraux prussiens. Et Bismarck, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait la guerre avec la France. Mais il n'est pas question que la Prusse déclare la guerre à la France, étant donné qu'il risque de perdre l'alliance des pays du sud-est, de l'Allemagne. Donc il va faire en sorte que la France déclare la guerre à l'Allemagne en récupérant une dépêche, une missive, si vous voulez, qui a été écrite dans une ville qui s'appelle Bad Ems, c'est une ville d'eau, où se trouve Guillaume Ier, et où Guillaume Ier avait reçu, voilà, il avait reçu le représentant de la France à Berlin, qui s'appelait Benedetti, et Guillaume Ier avait été ferme, mais très courtois, très sympa avec lui. Il avait dit, écoutez, nous, c'est pas possible, ce que je viens de vous dire, ça, je ne peux pas vous le signer. Et lui, Bismarck, était prêt à démissionner quand il a vu que ça allait bien se passer entre Guillaume Ier et Napoléon III. Il était prêt à démissionner. Mais il a une idée, peut-être poussé par Moltke et par le général Ron. Il a une idée, c'est de trafiquer un petit peu la dépêche de Ems, écrite par Guillaume Ier. Et la dépêche de Ems, qui se voulait en termes courtois, qui expliquait que ce n'était pas possible, pour lui, ça devient que Benedetti, l'émissaire français, a été pratiquement foutu à la porte de Bad Ems par Guillaume Ier de Prusse, et qu'il a été reconduit par un portier, n'importe qui, et donc c'est un véritable affront pour la France. Et alors, je ne vous dis pas à Paris, même la population est au courant de ça, ça paraît dans la presse, les Mamelouks s'emparent de ça pour dire « ouais, il faut qu'on fasse la guerre, ça sera bon pour l'Empire », et puis il faut penser que l'Empire soit être un empire héréditaire. Il y a quand même le fils de Napoléon III qui attend le trône. Il a 14 ans, 14 et 15 ans à l'époque, et donc il attend ce trône. Donc il faut renforcer cet empire français en créant la guerre. Et évidemment, pour Bismarck, c'est du pain béni. La France va déclarer la guerre à la Prusse sans savoir où elle va, parce qu'a priori, ils ne savaient plus où ils étaient. Donc là, voilà, c'est la déclaration de guerre. Alors à partir du 13 juillet, on vote les crédits de guerre, et le 19 juillet, on déclare la guerre à la Prusse, qui immédiatement, elle n'attendait que ça, peut-être pas Guillaume Ier, mais Bismarck n'attendait que ça, les généraux, l'état-major prussien attendaient que ça, eux, ils étaient parfaitement aguerris, et donc, tout le monde devient des va-t-en-guerre, français et prussiens, et la guerre va pouvoir commencer. Pour les Français, évidemment, on allait arriver dans les 48 heures à Berlin, la fleur au fusil, vous savez, c'est un peu comme en 14. Ça va être une guerre très courte. De toute façon, nous, les Français, pas de problème. On a bien vu en Italie comment ça s'est passé. On a vu comment ça s'est passé en Afrique, en particulier en Algérie, lorsqu'il y a eu les révoltes kabyles. On a vu comment ça s'est passé au Mexique. On a vu comment ça s'est passé avec les Anglais et avec les Alliés, c'était l'Empire ottoman à l'époque, contre les Russes. En Crimée, vous voyez, l'histoire revient, on parle de la Crimée en ce moment avec l'Ukraine. Vous voyez, bon, alors c'était en Crimée, et évidemment, automatiquement, on a certainement la meilleure armée du monde, avec le meilleur état-major, les meilleurs militaires. Donc on y va. Et on a Émile Ollivier, qui est le chef du gouvernement, et le général Leboeuf, qui est le chef des armées. Ils disent, même si les phrases n'ont pas été exactement ça, le sens y est. Il y en a un qui dit, c'est Émile Ollivier, qui dit jamais l'armée française n'a été aussi prête pour faire la guerre. Et quant au général Leboeuf, il dit il ne manque pas un bouton de guêtre.
Alors, il manquait peut-être pas un bouton de Grette, c'est certain. Mais il y a une stratégie qui se met en place. Donc, on va à la guerre, la stratégie, c'est laquelle? Eh bien, la stratégie, c'est celle-là. Évidemment, on va passer à une guerre offensive. Pas question de faire du défensif, étant donné qu'on est très fort. Donc, on va faire une guerre offensive. On va envoyer l'armée française à fond de la caisse, direction Berlin. Comme ils n'ont pas de marine, la marine allemande est insignifiante. Tous les bateaux, on le sait, sont à l'intérieur des ports, ils ne sortent pas parce qu'ils ne sont pas assez forts, contrairement à la marine anglaise, bien entendu. Donc, on va faire un débarquement anglais par l'estuaire de l'Elbe. On sera plus près de Berlin, donc on attaquera sur 2 morceaux, on va faire un débarquement ici. Troisièmement, certainement, il y aura l'esprit de revanche du Danemark. Ils vont vouloir reprendre leur point, donc ils vont être alliés. Ensuite, bien entendu, l'Autriche va vouloir attaquer les Prussiens, étant donné qu'en 1864, ils ont pris à Sarajevo, à la bataille de Sarajevo, ils ont pris une sacrée raclée. Et puis il y a le royaume d'Italie. Le royaume d'Italie qui, ma foi, les Français les avaient aidés un petit peu dans le cadre de la nationalité italienne. Les Italiens peut-être vont les aider et ils espèrent aussi que tous les pays du sud-est de l'Allemagne vont les aider. Donc là, avec un truc comme ça, c'est imparable. Bismarck, Guillaume Ier, ils ne font pas un pli. Oui, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Alors là, c'est un petit clin d'œil sur la marine. Évidemment, il n'y a pas eu de grande bataille sur les mers. La seule bataille, c'est 2 bateaux, un bateau prussien et un bateau français, mais c'était à La Havane, et le fameux débarquement que je vous ai parlé, qui n'a jamais eu lieu. Dans la marine, elle n'a servi qu'à transporter des troupes de l'Algérie et de l'Afrique vers la France, et qu'à transporter du matériel, et d'amener aussi des secondes de réserve de France vers l'Afrique pour garder un petit peu nos colonies en Afrique pour qu'il n'y ait pas de problème. Alors, il ne manque pas un bouton de Grette. Ça, c'est certain. Les boutons de Grette devaient y être, les godasses aussi, les pantalons, tout, les fusils. Le problème, c'est que l'organisation pour mobiliser les gens, elle est complètement folle. C'est-à-dire que le soldat qui est à Rouen, il va aller chercher, alors j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça, quoi. Le gars qui est à Rouen, il va chercher ses godasses, ses chaussures, excusez les godasses. Je parle comme ça de temps en temps. Le gars de Rouen, le soldat de Rouen, on va lui dire, avec un ticket, tu prends le train, tu vas à Nantes, tu vas chercher les chaussures et le chapeau, puis tu pars à La Rochelle et tu iras chercher le sac, tu pars à Lyon, nanana, hein, et après tu viens sur le Rhin, là-bas, voilà. Et alors, pendant quelques jours, quelques semaines, les gares sont complètement submergées, il y a des gens, ils ne savent plus où ils vont, des officiers qui ne savent pas comment retrouver leur corps d'armée, ça part dans tous les sens, et vraiment, c'est un foutoir pas possible. À telle enseigne que du 19 juillet jusqu'au 31 juillet, au 31 juillet, on ne retrouve que 120 000 hommes sur le Rhin. Les Allemands, eux, en ont déjà amassé 400 000. 400 000 personnes. Et derrière les 400 000 soldats allemands, prussiens, allemands, on va parler déjà de l'Allemagne, il y en a plus de 500 à 600 000 qui sont en réserve. Quant à la France, il y a des réserves, mais elles ne sont pas tellement organisées. Donc, on n'est pas tout à fait prêt fin juillet. En plus, on a vu, et certainement qu'il y avait, à cette époque, il y a un peu d'espionnage, les Autrichiens, les Danois, les Italiens ont su que l'armée française, c'était pas ça. C'était un peu le bins. Donc, du coup, ils n'étaient plus alliés. Donc, la France était toute seule. Elle est toute seule, avec 120 000 hommes sur le Rhin, 400 000 Prussiens en face. Donc, d'une guerre offensive qui était prévue telle qu'elle, eh bien, très rapidement, il faut changer la stratégie. La stratégie d'offensive devient défensive. C'est-à-dire ce grand corps d'armée français qui devait partir direct sur Berlin, eh bien, ça va devenir 7 petits corps d'armée qui vont se trouver parsemés et tout le long de la frontière de la Suisse, si vous voulez, à la Belgique, hein, de Belfort, si vous voulez, jusqu'à un peu plus loin que Sedan. Il y aura 7 petits corps d'armée, alors que les Prussiens, eux, ils ont 3 grands corps d'armée qui sont en face, commandés par des gens aguerris, puis ça avaient fait les guerres d'avant, contre les Autrichiens, le Danemark et d'autres.
et ce ne sont pas des premiers communiants, quoi. C'est des gars qui sont parfaitement aguerris, qui sont compétents, qui ont une bonne armée derrière, et qui sont tous prussiens, c'est-à-dire qu'ils ont la même culture, hein, prussienne. Tout le haut commandement est prussien, bien que dans l'armée, il y ait des gens, des Badois, des Wurtembergeois, des gens de la Bavière, etc. Donc l'armée n'est pas prête. Quant à l'armement, bon, on le sait, avec le recul, on le sait bien. Le fusil français, qui était un fusil, au départ c'était des fusils à tabatière, après ça a été des fusils chasse-peau, du nom de celui qui l'a inventé. C'est un fusil qui est parfaitement performant, qui tire, alors je ne sais pas exactement, quelques coups près, 10 ou 12 coups, on peut faire ça, pendant que le fusil français chasse-peau tire 10 ou 12 coups, le fusil allemand, le Dreis, ne tire que 5-6 coups. Donc déjà, ça c'est déjà un plus pour l'armée française. Deuxièmement, le fusil chasse-peau, c'est un fusil précis, qui tire loin, plus loin que le fusil Dreis. Donc ce n'est pas les fusils qui vont faire la différence. Enfin, s'ils doivent faire la différence, ça sera pour les Français. Voilà. Ensuite, il y a les canons. Alors en France, bien que quelques années auparavant, il y a eu l'exposition universelle à Paris et que les militaires prussiens sont venus montrer leurs canons Krupp, eh ben, l'état-major français, bon, ils ont dit ouais, c'est bien, leurs canons, tout simplement parce que ces canons Krupp étaient en acier, en bon acier, et ils se chargeaient par la culasse. Alors que les canons français, les canons de 4 qu'on appelait, étaient en bronze et se chargeaient par l'affût, par devant, quoi, comme au bon vieux temps. Donc là par contre, c'est pas comme pour les fusils français, les canons français, pendant qu'ils tirent 4 coups, les canons prussiens en tirent 8 ou 10, avec une précision excellente, et ils peuvent tirer beaucoup plus loin. Il faut savoir que le canon français, lui, lorsqu'on charge le canon français, eh bien, les obus, c'est des obus très particuliers, avec des systèmes d'explosion minutés, c'est-à-dire que vous avez des obus à courte portée, vous avez l'obus à moyenne portée et à longue portée. C'est-à-dire que lorsque vous voulez tirer à 1 km, ben, il faut prendre tel obus. Si vous tirez à 500 mètres, il faut prendre un autre obus. Donc voilà. Après, le problème de la hausse, c'est très compliqué. Tandis que le canon Krupp, qui se charge par la culasse et qui tire très vite, et qui a canon rayé, pardon, dont une meilleure précision, lui, il y a un seul obus, et la percussion se fait lorsqu'il tape sur le sol, enfin, lorsqu'il tape sur quelque chose. Et là, c'est très facile à mettre s'ils veulent tirer à 1 km, 1 km 5, ainsi de suite. Alors, il y a les petits canons, là, que vous avez ici, et après, il y a les gros canons. Voilà, vous voyez le gros canon qui est là. Alors, évidemment, au niveau armement, là, il y a une grosse différence au niveau des canons. Les fusils, c'est bon du côté de la France. Quant à la France, aurait un élément plus important, plus intéressant que les Prussiens, c'est que eux, les Français, ont inventé quelque temps avant le canon à balles, qu'on appelle un canon à balles, la mitrailleuse. C'est l'ancêtre de la mitrailleuse. C'est-à-dire, si vous voulez, je simplifie le truc, on ne le voit pas bien sur la photo, mais on va la voir sur la prochaine. Ah oui, on le voit sur la prochaine, attendez. Ah, c'est mieux, hein, voilà. Alors, c'est un truc qui est en bronze, toujours pareil. Hein. Et là, si vous voulez, chaque petit trou, c'est, si vous voulez, un fusil qui est là. Et derrière, il y a une grosse caisse avec, je ne sais pas, 30 balles. Vous mettez le chargeur, et puis automatiquement, tac, 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 ça tape, tac, 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 ça. C'est comme une mitrailleuse. Vous changez le chargeur, vous en mettez un autre, et ainsi de suite. Le problème pour ces canons, c'est qu'ils pèsent 400 à 500 kg. Et pour les trimballer, et pour viser, ça prend du temps, ceci, cela. Grosso modo, si vous voulez, si je suis le gars qui manie cette mitrailleuse, je vais dire, oh, les Prussiens, essayez de vous grouper un peu pour que mon appareil soit efficace. Parce que les gars qui courent dans tous les sens avec un truc comme ça, qu'on a de la difficulté à viser, surtout qu'une fois qu'on l'a posé, il tire que dans un sens. Donc il va tirer peut-être sur quelques mètres de large, mais ce n'est pas comme les mitrailleuses de maintenant, quoi. Donc ça, je crois que sur le Rhin, ils en avaient 10, 15 ou 20, et ils n'ont presque pas servi. Voilà, ils pensaient qu'ils étaient très forts avec ça, mais ce n'était pas le cas. Alors l'état-major français. L'état-major français, comme je vous disais, c'était des gens quand même de qualité, mais ils n'avaient pas la formation. C'est-à-dire le système de formation militaire de l'époque n'était pas bon du tout. Je
vous l'avez déjà vu pour la mobilisation, vraiment, ils avaient une guerre de retard, comme en 14, un petit peu au début de 1914. Il suffit de voir les soldats français à cette époque-là, ils avaient un képi rouge, des pantalons rouges. Si vous savez, les pantalons rouges, on les retrouve aussi en 1914. Très rapidement, ils ont compris que c'est pas bon. Parce que lorsqu'on ne voit pas très bien, quand on voit un truc de rouge, on tire dessus, quelques centimètres au-dessus, on est sûr qu'il y a la tête. Donc là, c'était vraiment du... Excusez le terme, c'est pas joli, mais je vais le dire comme ça, c'était du tir au pigeon, quoi. Et cet état-major est formé de grands généraux. Les plus connus, c'est... attendez, c'est quel truc? C'est MacMahon, celui qui va être au siège de Sedan. C'est Bazaine qui va faire la reddition de Metz. Là, vous allez voir, il y a ça, l'histoire avec lui. Et c'est d'Enfer Rochereau. Lui, par contre, c'est le héros de la guerre de 1870. C'est celui qui a tenu à Belfort. D'ailleurs, à Revel, on a un boulevard d'Enfer Rochereau. Voilà, d'Enfer Rochereau, qui n'était que colonel, si je me rappelle bien. Il n'était même pas général. Voilà. Et ensuite, vous avez Eugène de Paladine, qui est un général aussi important, qui va combattre dans les armées républicaines, lui, par contre. Il va combattre dans les armées républicaines. Et on a ensuite Bourbaki, ça y est, Bourbaki, qui lui était à Metz avec Bazaine, et qui, vous allez voir, je vous expliquerai après, dans une histoire de magouille avec l'impératrice et avec entre Bismarck et Bazaine, va se retrouver à Londres et va se retrouver très rapidement à Tours avec Gambetta pour essayer de continuer la lutte dans les armées républicaines. L'état-major allemand, eh bien, je vous ai parlé déjà de Bismarck. Hein. Alors lui, c'est le gars au grand caractère, là. Hein. Guillaume Ier, on dirait qu'ils sont un peu parents, je ne sais pas, il y a je trouve un air de ressemblance. Bon, ça c'est moi qui l'ai dit. Donc Guillaume Ier, roi de Prusse, qui va devenir empereur de Prusse à Versailles début 1871, hein, puisqu'ils vont faire l'unité de l'Allemagne. Et ensuite, vous avez le prince Frédéric Charles, Albrecht von Roon et Moltke, qui vont se retrouver. Moltke, notamment, va être à la bataille de Sedan. Des batailles, il y en a eu. Des petites, des grandes. Des batailles où la France et l'état-major n'a pas... C'est pas que j'attaque l'état-major ni les militaires, hein, mais ils n'ont pas été à la hauteur. C'est-à-dire, parfois, ils auraient pu faire enfoncer les lignes allemandes. 3-4 fois, ils auraient pu le faire, mais ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas osé. Peut-être parce que la logistique n'aurait pas suivi, parce que je ne sais pas. Est-ce qu'ils étaient déjà défaitistes au départ, vu les problèmes politiques qu'il y a eu par la suite, je vous expliquerai. Il y a des cas où c'est qu'ils auraient pu enfoncer les lignes prussiennes, y compris autour de Paris, lorsque Paris était assiégé, je pense notamment au siège de Buzenval. Et toujours est-il que très rapidement, dans ces batailles, elles ont pratiquement été toutes des défaites françaises. Tout simplement parce que souvent on chargeait avec des escadrons de cavalerie. C'était encore l'époque des escadrons de cavalerie. Vous savez que la guerre de sécession en Amérique et les États-Unis a été faite comme ça, avec des charges de cavalerie, avec des positions défensives aussi, bien entendu. Mais c'était la cavalerie. Et les grandes charges de cavalerie, notamment la charge de cavalerie de Reichshofen, qui se trouvait à côté de Metz, ça a été une des dernières charges de l'armée française, parce qu'après, ils ont bien compris que la cavalerie avait les armements, les canons et les choses comme ça. C'était fini, ça ne marchait plus. Donc, beaucoup de batailles, on le voit pratiquement tous les mois. Il y a eu quand même une trentaine de grandes batailles qui se sont passées sur la guerre de 1870. La guerre de 70, comme je vous l'ai dit, c'est 190 jours de guerre. C'est pas très long, mais quand même, quand on regarde... Alors, je me suis amusé à faire un petit truc statistique. Alors F, c'est la France, A, c'est l'Allemagne. Vous voyez en haut, 180 jours de guerre, c'est 139 000 morts français. Ça fait une moyenne, bon, c'est pas bien de mettre ça en chiffres, hein, pour les pauvres gens qui sont morts, mais c'est 130 morts par jour. Tous les jours, pendant 190 jours, 730 morts par jour. Côté allemand, c'est 631 morts par jour. Et lors du conflit de 14-18, je voulais mettre en parallèle. Conflit 14-18, alors c'est vrai qu'on ne peut comparer que ce qui est comparable. Là, c'est quand même un peu différent. La guerre 14-18, c'est une grande guerre, il y avait beaucoup de gens qui étaient mobilisés, il y a beaucoup de civils qui sont morts, et c'est un conflit qui a duré pendant 4 ans. Eh bien, en France, il y a eu 1 400 000 morts
sur les 1563 jours de la guerre de 14, et en France, il y en a eu beaucoup plus, c'est 2 36 000. Ce qui fait que chaque jour, vous aviez pour la France 895 morts et pour l'Allemagne 1300 de morts. Alors regardez pour la France, entre 730 et 895, eh bien, ça fait peu de différence, ça fait quand même 130. Mais pourquoi j'ai fait ce calcul? Vous allez dire c'est un calcul un peu morbide, ceci. Non, c'est pour vous montrer que la guerre de 1870, c'est pas une guéguerre, hein, c'est pas un petit truc. Il y a eu beaucoup de morts. Et lorsqu'on regarde les histoires des batailles, les gars se sont parfois battus à 1 contre 5 ou entre 1 contre 6. Cheval contre canon. Bon, fusil, c'est encore le fusil, il se défendait bien, mais ils sont battus comme des lions. Et ça a été des militaires absolument exceptionnels. Alors, la guerre. Allons-y. Donc, 19 juillet, déclaration de guerre. Fin juillet, il y a environ, par contre, fin juillet, début août, 220 000 hommes qui sont sur les 7 corps d'armée qui sont entre la Suisse et la Belgique. Côté allemand, il y en a 400 000. La première bataille se fait le 2 août. Elle est commandée par MacMahon. Napoléon III est là. Et on va se dire pourquoi Napoléon III était en première ligne. Enfin, c'est risqué. Mais non, il voulait être comme le grand Napoléon, comme Napoléon Ier. Et l'impératrice Eugénie avait dit un Napoléon doit être au-devant. Et s'il ne vainc pas, s'il n'est pas vainqueur, il doit mourir sur le champ de bataille. Donc je vais le redire, Napoléon III est en place du côté de MacMahon, et ma foi, il lance une bataille. La première bataille, le août, c'est Sarrebruck. Sarrebruck est à quelques kilomètres de la frontière. Là, Sarrebruck n'est pas bien défendu. Il y a 3 bataillons, 3 escadrons de Uhlans, dont c'est les Prussiens, les Allemands. Évidemment, les Prussiens là sont complètement enfoncés. Les Français, d'après les écrits, ils trouvent ça drôle qu'ils soient enfoncés. Et ils disaient, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'état-major dit, ben, on ne sait pas. Enfin, là, je grossis un peu, mais l'état-major dit, on ne continue pas, revenez en arrière. Alors qu'ils auraient pu enfoncer les lignes. Alors, revenir en arrière, il devait y avoir une raison. Peut-être qu'ils avaient peur que la logistique ne soit pas là, de s'enfoncer à l'intérieur du pays, d'être cerné après. Bon, il y avait certainement des raisons. Mais quand même, ils rentrent de plusieurs kilomètres à l'intérieur de l'Allemagne, on va l'appeler comme ça, l'Allemagne, et lorsqu'ils se retirent, ils ne dynamitent même pas la gare, les ponts, la voie ferrée, ils laissent tout comme ça. Ils se remettent en arrière. Alors, pour les Allemands, pour les Bismarck, pour les Rhône, pour tous ces généraux, pour Moltke, ils disent « Oh là, il y a un truc, ces Français, tout compte fait, ils ne sont pas très offensifs, alors nous, on va les enfoncer sur les côtés. » Et le 4 août, ça y est, c'est parti. C'est la grande offensive des Prussiens, c'est la bataille de Wissembourg. Et là, les Français sont complètement stupéfaits, c'est la grande offensive prussienne, les lignes sont complètement défoncées, ça part dans tous les sens. Et vraiment, c'est une grosse défaite, il y a beaucoup de morts. Et puis ça continue. Après, c'est le 6 août, 2 jours après, Forbach, Picheren, Frossard, Werft-Frechwiller. Là, c'est les fameux escadrons à chevaux. On voit la photo qui est ici, enfin le dessin, qui est là, où les escadrons français vont partir à l'assaut contre des canons. Ils sont pratiquement 90% tous morts à la fin de la bataille. Il y a même le général que l'on voit ici, le général, celui qui commande l'escouade, là, il est sur le cheval, il y a un boulet qui le décapite et il part sur plusieurs dizaines de mètres, sans tête, sur le cheval. Bon, voilà, c'est la petite histoire pour vous montrer la guerre. Évidemment, une guerre, c'est jamais joli. Et dont les cuirassés français sont complètement anéantis et écrasés. L'armée part en retraite, l'armée française. Et Bazaine dit, vous revenez en arrière, on va se mettre autour de Metz et on va essayer de faire défensif à Metz. On va se mettre en position défensive. Pour MacMahon, qui est juste à côté, qui est sur Sarrebruck, pas très loin de Metz, lui, avec Napoléon, il se remet aussi en position, il bat en retraite, et il va à Chalon-sur-Marne. Chalon-sur-Marne, c'est entre l'Allemagne et Paris, c'est à mi-chemin. Donc ils reviennent en arrière et ils se mettent en position défensive. Donc à Paris, évidemment,
les gens sont complètement affolés, bien que le 2 août, lorsque j'ai parlé de la bataille de Sarrebruck, Napoléon III avait essayé de faire un coup médiatique. Ce coup médiatique, c'était celui-là. C'est qu'avec lui, avec Napoléon III, il y avait le prince impérial, qui avait 14 ans, qui était avec lui. Et sur le champ de bataille, son fils était là. Qu'est-ce qu'il faisait? Mais il était là pour montrer que lui aussi, c'était un bon militaire. Il trouve une balle par terre. Il trouve une balle par terre. Alors ça, on médiatise ça par les journaux, le 2 août. Et on dit, regardez, l'enfant impérial, le prince héritier de l'Empire, a trouvé une balle, il était sur le champ de bataille. Ils envoient ça à Paris en pensant que ça va faire une bonne émotion pour tout le monde et dire quand même, cet empereur a un fils formidable. Évidemment, ce n'est pas ce qui se passe, c'est l'effet contraire qui se fait. Ils deviennent la risée, parce que 2 jours après, c'est l'anéantissement tout azimut. Ça devient la risée un petit peu du peuple français, et notamment des Parisiens. Et le prince, le fils président de Napoléon III, on va l'appeler l'enfant de la balle, et tout le monde va en rire. Donc voilà, par contre, on va en rire de moins en moins par la suite. Donc les batailles continuent. Alors il y a quelques grandes batailles qui, comme je vous disais, qu'ils ont essayé de gagner, notamment en Mars la Tour, où là aussi, Bazaine aurait pu enfoncer, là c'est Achille Bazaine qui aurait pu enfoncer les défenses, et il ne l'a pas fait. Il y a eu 2 ou 3 opportunités où Achille Bazaine aurait pu enfoncer les défenses, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il était un peu timoré, très certainement, et il n'avait pas tellement envie, peut-être, de prendre des risques, parce qu'il avait des idées derrière la tête, notamment des idées politiques. Donc ici, vous avez un plan des batailles. Alors ici, on est dans les premières bouteilles, dans les premières bagarres. Sarrebruck, Wissembourg, Prêchevillers, Forbach. À côté, donc, il y a la retraite de Bazaine qui se fait sur Metz. Il se fortifie dans Metz, dans la ville de Metz. Et MacMahon, lui, il revient en arrière, il ne revient en arrière. Il part tout d'abord vers Chalon-sur-Marne. Et à Chalon-sur-Marne, il y a un camp de toile qui se met en place. Et là, il commence à prendre des décisions de Paris. C'est-à-dire, ils disent à Paris, c'est plus possible, on ne tiendra plus ici. Il faut qu'on fasse une ligne de défense en arrière pour défendre Paris et essayer de faire remonter des armées sur Paris pour créer un front ici, un peu comme 14-18. Voilà. Seulement, ici à Paris, il y a les Mamelouks, les fameux Mamelouks, les ultra-bonapartistes. Il y a le fameux général Leboeuf et un autre général des armées qui s'appelle Cousin Montauban, prince comte de Palikao, qui va dire non, non, pas question, il faut absolument que vous gardiez, parce que si vous revenez à Chalon-sur-Marne, tous les gens qui sont en France vont dire ça y est, on a perdu, ça se passait très très mal. Et en plus, les républicains risquent de monter en puissance et on risque d'avoir un problème de renversement de l'Empire. Donc vous restez là et ils disent à MacMahon, notamment, MacMahon, d'aller délivrer Bazaine qui est cerné à Metz. Bazaine va essayer le coup, il va essayer d'y aller. Seulement, le problème, c'est qu'à Paris, la presse n'est pas contrôlée. Et la presse écrit dans ses journaux ce qui se passe. C'est-à-dire que ceci, que cela, qu'il faut revenir aider à Metz, aider Achille Bazaine, ainsi de suite. Donc les Allemands, très rapidement, disent « Ok, on a compris, il faut aller à l'encontre de MacMahon et empêcher cette jonction entre MacMahon et entre Achille Bazaine. » Donc on a l'armée de Moltke, Rhône, Bismarck, il y a Bismarck et d'autres, Frédéric Charles, d'autres généraux, je ne me rappelle plus les noms, qui vont essayer d'empêcher MacMahon de venir sur Metz. Ils vont le pousser vers le nord, et ils vont se retrouver à Sedan. Ah ben Sedan, voilà, ça c'était le bon endroit où il fallait aller. Sedan, c'est quoi? C'est une ville qui est dans une cuvette. Prenez Revel, entouré de montagnes. Voilà. Vous prenez Revel, entouré de la montagne noire, une montagne noire qui serait très très près de Sedan. Et là, c'est très bien, sur les montagnes, et bien, les Allemands n'ont qu'à installer leur canon groupe. Ils encerclent la ville, c'est parfait. Et là, ils tirent, boum, 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 boum. En plus, ils sont plus ravitaillés. C'est absolument inconfortable pour les militaires qui sont là. Toujours est-il qu'au bout d'un certain moment, ce n'est plus possible et il faut se rendre. C'est la reddition. Alors,
je passe les détails, parce que là aussi, vous avez vu la fameuse peinture où l'on voit la maison des dernières cartouches à Bazeilles, les gens qui vont, les soldats français qui vont essayer de contrer les Prussiens. Ils arrivent à tenir pendant quelques jours les Wurtembergeois, les gens de Wurtemberg, excusez-moi, je n'arrive pas à dire l'autre nom, les gens de Wurtemberg, ils arrivent à les bloquer, ils sont à 1 contre 5, et ils combattent jusqu'à, ce qu'on dit, jusqu'à la dernière cartouche. Et ça permet quand même que les gens se replient vraiment dans Sedan. Mais Sedan est complètement entouré, il n'y a plus aucune possibilité de secours. Bazaine, lui, il reste à Metz, il ne bouge plus. Il ne bouge plus, il ne fait plus de bataille, rien, il ne se passe plus rien. Il a une armée pratiquement toute neuve. C'est une armée quand même de, attendez, je crois 140 ou 150 000 hommes avec l'armement et tout ce qu'il faut. Ils sont dans Metz, il est dans Metz, lui, Bazaine, tout va très bien pour lui. Voilà. Il aide personne, parce qu'à 2-3 fois, ça c'est écrit, c'est pas moi qui invente, hein. C'est écrit, hein, il y a eu un procès, je vous l'expliquerai après, hein, de Bazaine. Hein. Plusieurs fois, il aurait fallu qu'il aille aider, par exemple, à Frèchevillers ou à Wissembourg aider ses collègues. Il n'y est pas allé, il y a eu un problème, on ne sait pas pourquoi, bon voilà, c'est comme ça. Et toujours est-il qu'à Sedan, le 1er septembre, on veut MacMahon, qui est le général de Sedan, qui est blessé à la fesse, donc il ne peut plus commander. Donc il délègue ses pouvoirs à un autre chef. Le problème, c'est qu'à Paris, ils ont nommé un autre chef. Je n'ai pas les noms, excusez-moi, je n'ai pas les noms. Donc on se retrouve à Sedan avec 3 chefs. MacMahon qui est blessé, plus les 2. Un qui est commandité par Paris, l'autre qui est commandité par MacMahon. Et puis il y a Napoléon III qui est là quand même. Lui, il est dans la place. Les Prussiens ne le savaient pas qu'il est là. Et donc, il y a des histoires de drapeau blanc. Ils veulent lisser le drapeau blanc. Il y a celui de Paris qui dit non, non, pas question, on ne met pas de drapeau blanc, il faut que ça soit Napoléon III, qui insiste, il dit on fait la reddition et c'est fichu. C'est la reddition de Sedan et on va se rendre. Donc, ils se rendent à Guillaume Ier. Bon, ça, c'est encore une autre carte. Il faut dire que Napoléon III, si c'était le fringant empereur du début de son règne, c'était quelqu'un qui était physiquement qui était très bien. Là, il a l'âge de 64-65 ans environ. Il est très malade. Napoléon III est très très mal. Il a la maladie de la pierre, c'est-à-dire il a une grosse lithiase, un calcul dans la vessie, qui lui pose beaucoup de problèmes. L'autopsie montrera que c'était plus gros qu'un œuf de pigeon. Et évidemment, il souffre énormément. Et il est obligé, excusez le terme, il est obligé de pisser sans arrêt. Et quand il ne peut plus monter à cheval, on est obligé de le mettre dans un petit carrosse. Et quand il a envie de pisser, il est obligé très rapidement de sortir. Il se cramponne à un arbre, ça c'est ce qui est écrit, et il hurle de douleur, c'est sans arrêt. Il est vraiment dans un état absolument pas possible. Donc, cela peut expliquer aussi que, je ne sais pas s'il serait changé s'il n'avait pas eu cette maladie, mais toujours est-il que c'est un empereur qui était en très très mauvais état. Son fils, lui, s'est sauvé quelques jours avant que Sedan était cerné. À telle enseigne que Bismarck et Guillaume II, lorsqu'ils prennent Sedan, que les gens se rendent, quand ils voient Napoléon III, ils n'en reviennent pas, ils disent « Comment Napoléon III est là ?» Alors là, c'est bon, la guerre est finie, tout est bon. Et donc on le reçoit. Alors il y a Bismarck qui le reçoit au départ. Là, c'est les photos des dernières cartouches. À Bazeilles, bon, je passe. Ah oui, alors avant d'arriver là, excusez-moi, hein, quand Sedan est pris, Sedan est dans une... C'est la Meurthe ou la Meuse? C'est la Meuse qui coule à Sedan, non? Bon, écoutez, c'est le ruisseau qui coule à Sedan, qui fait une grande boucle, on le voit comme ça. Voilà. Sedan est là. Sedan est ici, donc c'est là que tout le monde était encerclé. Il y avait des canons tout autour, hein, sur les montagnes, comme je vous disais. Donc le ruisseau fait ça, ici, là. Et quand les armées se rendent, eh bien, on les met sur cette presqu'île. C'est-à-dire là, ils ne peuvent plus traverser les ruisseaux. Et il fait un temps, il pleut, il fait très très mauvais. Ils n'ont pas de quoi manger, ils restent là plusieurs semaines. Enfin, c'est un véritable cataclysme.
il y a beaucoup de maladies, des épidémies. Ils vivent dans des conditions pas possibles. Voilà. Et c'est à Donchery, ici, juste à côté, que Bismarck va recevoir Napoléon III. Et c'est là qu'ils vont commencer à discuter des conditions de l'armistice. Alors évidemment, à Donchery, avec Bismarck, Bismarck se frottait les mains. D'ailleurs, lorsqu'ils ont su que Napoléon III était dans Sedan, qu'il allait être prisonnier d'eux, eh bien, ils ont sauté de joie. Ils étaient heureux comme tout. Ils ont dit, la guerre est finie, on va traiter avec Napoléon III. Seulement, Napoléon III, il leur dit, à Bismarck, que vous avez sur cette photo, et au roi de Prusse, qui est encore que roi de Prusse, Guillaume Ier, il leur dit, moi, j'étais empereur, et maintenant, je ne le suis plus. Et j'estime que je n'ai pas à prendre de décision pour la France. Je peux à la limite demander un armistice, mais pas la paix, ce ne sera pas une reddition. Alors quelque part, c'est que dans la dimension patriotique de Napoléon III, quand même, il a ça de très positif, c'est qu'il calcule qu'il y aura un après lui, c'est-à-dire qu'il pense que la France n'est pas finie, qu'il peut y avoir encore des armées qui peuvent se mettre en place en France. Donc il dit, moi, je ne signe rien du tout, je ne m'estime plus empereur. Et puis voilà, donc Guillaume Ier et Bismarck, ils disent, bon, on va essayer de voir comment on peut faire autrement. Puis ça ne se fait pas comme ça. Et évidemment, 2 jours après le 2 septembre, une fois qu'il y a eu ce discours avec Guillaume Ier et Bismarck, le 4 septembre, à Paris, c'est la frénésie, c'est la population envahit le Palais Bourbon, toute l'Assemblée est jetée en dehors du Palais Bourbon, présidée par Eugène Schneider, qui était le président du Creusot, et la population demande l'avènement de la République. Chose qui va se faire très rapidement, puisque ça s'était déjà prévu, par quelques hommes politiques, et on va appeler ça la République des Jules. Il y aura Jules Favre, Jules Simon, Jules Ferry et Jules Trochu. Non, ouais, Jules Trochu, je crois, c'est ça. Et Gambetta. Gambetta qui est un républicain. Les autres, c'est des modérés qui ont tendance monarchiste et bonapartiste. Gambetta, c'est un vrai républicain, dont ils vont proclamer la République. Mais la République, ils ne peuvent pas le faire là, parce qu'il y a toute la foule, ça se passe, ils ne savent pas trop comment ça va se passer, parce que là aussi, il y a les ultras, on va appeler ça comme ça, les ultra-républicains, qui demandent autre chose que cette République-là. Ils veulent une République sociale et universelle, en quelque sorte, et donc ils vont se transporter à l'hôtel de ville, et à l'hôtel de ville, ils vont proclamer la République. Et Gambetta dit, du balcon de l'hôtel de ville, le peuple a dévancé la chambre qui hésitait, pour sauver la patrie en danger, il a demandé la République, elle est proclamée, et cette révolution est faite au nom du droit et du salut public. Citoyens, veillez sur la cité qui vous est confiée demain, vous serez avec l'armée des vengeurs de la patrie. Donc, pour Gambetta et d'autres, mais eux ne sont pas trop pour, la guerre continue. Et la guerre continue, et il y a des affiches qui sont mises en place. Là, c'est l'affiche du 4 septembre, avec « Vive la République », voilà, « Vivre libre ou mourir », on continue la guerre. Là, pareil, on continue la guerre, c'est le siège de Paris, on va continuer la guerre. Évidemment, les Prussiens ont avancé très rapidement. Ont avancé très rapidement, ils sont autour de Paris, ils commencent à bombarder Paris. Et ils bombardent Paris. Tout d'abord, ils sont assez loin, quand même, assez éloignés de Paris, donc ils peuvent que viser les faubourgs, mais il y a beaucoup de morts. La ville est encerclée, n'est plus alimentée. Ils ne sont plus alimentés, et bien on mange ce qu'on peut trouver. C'est-à-dire qu'on veille aux égouts de la ville pour essayer de choper les rats. Le premier chat que l'on voit, pouf, il est pris. Le chien, ils n'ont plus droit aux promenades, mais les chiens, on les mange aussi. Les animaux du zoo, on mange tout, et tout se vend. Et un rat, par exemple, un rat coûte la moitié d'une solde d'un travail d'une journée. 1,50 franc, je crois, ou 0,75 francs. Et les gens mangent avec ça, mais le peuple est vraiment dans de très mauvaises conditions. Évidemment, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent. Voilà, on ne mange plus rien. Mais les gens sont pris dans Paris et complètement cernés. Paris, c'est une ville forte à cette époque-là. Il y a plusieurs enceintes, il y a des forts tout autour. Alors, il y a des bastions. Les bastions sont autour. Ça commence du numéro 1 au sud-est. Bastion numéro 1, ça fait le tour jusqu'au numéro 94.
là, il y a les défenses françaises qui sont là, au début en tout cas, et les Prussiens qui sont autour. Et tout autour de Paris, il y a des forts. Il y a plein de forts, fort de Vincennes, fort d'Issy, fort de Vanves, ainsi de suite, fort de Montrouge. Et là, la ville, les Prussiens, ils n'attaquent pas la ville, mais ils bombardent, et on attend. À l'intérieur de la ville, il y a quand même pas mal de lignards, de troupes, de lignes, et il y a aussi, et surtout, la garde nationale, où on recrute tous les gens qui peuvent porter une arme. À l'intérieur de Paris, il y a plus de 300 000 personnes qui s'engagent dans la garde nationale. Et on s'engage sans aucun problème. Parce qu'à cette époque-là, lorsqu'on était à la garde nationale, il y avait encore de l'argent à la Banque de France de Paris. La Banque de France de Paris sortait 1,50 franc par jour pour tous les gens qui étaient à la garde nationale. Avec 1,50 franc, on peut vivre. Et les gens, ils n'avaient plus de quoi vivre, alors ils se mettaient à la garde nationale, puis aussi pour la cause. Il y avait beaucoup de patriotisme dans les populations parisiennes qui étaient de milieux politiques différents. C'est-à-dire il y avait des bourgeois, il y avait les classes moyennes qui étaient là, mais aussi les petites classes de Belleville, de Montmartre, tout ça, les classes ouvrières, donc, qui étaient essentiellement les républicains, de gauche extrême, si vous voulez. Voilà encore Paris. Alors là, on voit mieux les défenses allemandes, c'est le trait vert, donc je passe. Et à Paris, on tente des sorties. C'est notamment le général Trochu. Ce général, c'est pas un républicain. On l'a mis là parce que, bon, il n'y en avait pas d'autres. Il n'a pas trop envie, quoi. Lui, il n'est pas républicain, quoi. Et donc, il sent bien que dans cette république, il n'a pas trop sa place, bien que pour beaucoup d'auteurs, cette république n'est pas la vraie république, puisqu'elle est faite encore de quelques gens de mouvance bonapartistes et monarchistes. Trochu, donc, va essayer de quelques sorties. Mais ces sorties sont soit mal préparées, soit elles sont vouées à l'échec de son propre greffe. C'est-à-dire qu'il ne tient pas à ce que Paris se libère dans le cadre d'une république avec des forces républicaines, notamment des forces républicaines de gauche. Donc, il y a plusieurs batailles qui se font. Le Bourget, Saint-Denis, bataille de Champigny, et notamment Buzenval. Vous avez un petit dessin à droite. À Buzenval, où là, on sent bien qu'il aurait pu passer. Parce que l'armée prussienne n'est pas au complet, là. L'armée prussienne, au départ, c'est plus que 40-50 000 hommes. Là. Il y a 200 000 hommes dans Paris. Il y a aussi les armées à l'extérieur qui commencent à se constituer. Et toute l'armée n'est pas là. Pourquoi? Parce que Bazaine est toujours dans Metz. Metz assiégé. Et il est là et il attend. Bazaine attend. Donc, voilà pour Paris. Alors, on décide, quelques personnes décident, pas tous. Il y en a beaucoup qui sont contre, en particulier Adolphe Thiers, en particulier les Jules, la République des Jules, la plupart ne sont pas d'accord pour continuer la guerre. Alors, est-ce qu'on aurait dû la continuer ou pas? Comme on dit, tant qu'il y a de l'espoir, il faut essayer. On a bien vu pendant la guerre de 40, il y a bien eu la résistance qui s'est mise en place, il y a eu De Gaulle qui a appelé de Londres à la résistance. Donc là, c'est Gambetta. Le contexte est différent, bien entendu, mais quand même, il y aurait peut-être des similitudes. Gambetta décide donc, lui, furieux républicain, décide de partir en ballon. Alors, des fois, il y a écrit Montgolfière, mais non, c'est pas sur le Montgolfière qu'il est parti. C'est sur un ballon, gonflé au gaz d'éclairage. Ils partent. Alors, il y a pas mal de ballons qui partaient comme ça pour envoyer du courrier, parce que le courrier ne pouvait pas passer. On a envoyé le courrier par là. On a envoyé même le courrier par des boules qu'on jetait dans la Seine, mais qui n'arrivaient jamais à destination, qui roulaient, soi-disant, qui étaient récupérées plus en avant. Donc, Gambetta part. Il part en ballon pour essayer de lever des troupes pour attaquer les Prussiens de l'extérieur. De l'intérieur de la France, de l'extérieur de Paris. Le problème, c'est que le vent, il ne souffle pas du bon côté. Là, il aurait voulu partir vers le sud. Quand il a voulu partir, ça avait l'air d'aller, puis il monte, puis là, il y a le vent du nord. Le vent du nord qui souffle, il part vers le nord, il part complètement en direction des lignes prussiennes. Et il n'arrive pas à bien s'élever. Et là, on commence... ça, c'est l'anecdote, c'est toujours bon, une anecdote, je trouve. Il y a les Prussiens qui commencent à tirer dessus. Il y a même, je crois, un de ces sacs à Gambetta qui reçoit une balle. Toujours est-il qu'il réussit à passer et il va atterrir. Je ne me rappelle plus, je l'avais marqué, mais
je n'ai pas beaucoup de mémoire maintenant, il va à quelques dizaines de kilomètres plus loin, en dehors des lignes prussiennes, il se retrouve donc en France, et de là, au nord, il va reprendre le train, et pendant 3 jours, il va rejoindre Tours, puis ensuite Bordeaux, et il va remonter, alors ça c'est un peu exceptionnel, puisqu'en quelques semaines, il va remonter plusieurs armées comptant des 50, 60, 80 000 hommes, des armées quand même qui ne sont pas très bien équipées, et les gens, évidemment, ils ne sont pas aguerris, hein, c'est des gens recrutés comme ça. Donc on va faire 4 armées, l'armée du Nord, l'armée de Bretagne, l'armée du Sud, l'armée vosgienne et l'armée de l'Est, si je me rappelle bien. Moi, je crois que c'est écrit après. Donc il va réussir à faire des armées. Donc voilà, ces armées vont faire quelques batailles, ça ne va pas bien marcher non plus. On le voit bien, il y a des armées ici, des armées françaises ici. Et les batailles vont se faire quand même autour de Paris, parce qu'on essaie quand même, par contre, à Orléans, vous voyez, on essaie de passer. À un moment donné, on prend Orléans, puis de nouveau, les Prussiens reprennent Orléans. On reprend Orléans 2 fois, on n'y arrive pas. Et dans certains textes, on dit que Aurèle de Paladine, qui était le chef des armées à cet endroit-là, Aurèle de Paladine aurait reçu en secret des ordres du gouvernement provisoire de Paris en disant « vas-y mollo, enfin, pas comme ça, mais il faut que cette guerre se finisse. Elle va nous coûter trop cher, on n'arrivera pas à la gagner. Et plus on attend, plus on va payer cher la note à la fin. » Ça tient la route, mais bon, voilà, c'est quand même montrer quand même le problème un petit peu de cette organisation dans cette guerre. Il y a des gens qui essaient de sauver la patrie, comme Gambetta, et d'autres qui, en sous-main, il se passe plein de choses. Vous allez voir un peu plus loin, je vais vous raconter des choses qui se passent. Quelle heure il est? Hein? Bon, allez, on y va. Hein? Voilà, alors, voilà, l'armée du Nord, de l'Est, de la Loire, Vosges, Bretagne. Alors, l'affaire Bazaine, alors je vais aller vite, hein. L'affaire Bazaine, il est toujours à Metz. Et à Metz, il y a des contingents de la garde nationale qui sont dans Metz. Les gens commencent à mourir de faim. Par contre, ils ont beaucoup de cartouches. Ils ont des millions de cartouches. Ils ont plein de fusils sur moutier. Mais ils commencent à crever de faim. Et ce que la population trouve bizarre, que Bazaine ne rationne pas les vivres. Puis à un moment donné, il a de la pression. Il y a une pétition des 500 personnes très importantes de Metz, des civils, qui disent « Alors, monsieur Bazaine, qu'est-ce que vous faites? Ça ne va plus, nan, ceci, cela. » Et alors, il va faire une sortie. Il va essayer de faire une sortie, mais une petite sortie. Comme ça, les gens, ils partent avec leurs petits fusils, même pas de ça, pour partir pour 2-3 jours. Non, non, ils partent comme ça. En plus, cette sortie, ça marche. Ils enfoncent les lignes prussiennes. Mais ils ne sont pas équipés pour aller plus loin. Donc, ils reviennent dans Metz. Et alors là, ça commence à aller mal. Et alors... comment il s'appelle, Bazaine va essayer, alors là c'est un peu compliqué, je voulais vous raconter, mais je vois que l'heure passe, je ne me rends pas compte, c'est tellement passionnant cette histoire, je vais aller assez vite, hein. Il va y avoir des histoires qui vont se passer, je prends un raccourci, je vais prendre le raccourci là, voilà, où il y a des gens, comme par exemple cette personnalité-là, qui s'appelle M. Régnier, qui va aller à Londres, qui va voir Madame Le Breton, qui est la sœur du général Bourbaki, qui est à l'intérieur de Metz, et il va essayer de négocier avec l'impératrice Eugénie pour essayer de voir s'il y avait Bismarck, l'impératrice ne pourrait pas arrêter la guerre. Bon. Ensuite, dont l'impératrice reçoit ces gens-là, elle leur dit non, pas question. Nous, la France, c'est la France, même si c'est la République, il faut que la France se sorte de ces Prussiens. Donc, elle le renvoie. Mais, entre-temps, il repasse en direction de Metz, il rentre dans Metz, parce qu'avant, il a eu une discussion avec Bismarck. Hein. Il a quand même pratiquement de la traîtrise, quoi, en quelque sorte. Et Bazaine va faire pareil avec Frédéric Charles, qui est le prince prussien, qui est en face de Metz, où ils vont essayer de faire des pourparlers, essayer de voir si les Prussiens accepteraient que l'armée de Metz soit libérée de Metz pour aller mater ces républicains qui sont à Paris. Parce que c'est ça l'histoire. C'est que Bazaine, lui, depuis le départ, lui étant un fervent bonapartiste et contre la République, a une armée neuve et pense que, avec l'impératrice Eugénie et avec les accords du Prussien, il va repartir avec son armée pour faire sauter la République qui est à Paris, chose qui ne se fera pas puisqu'il va se rendre, Metz va se rendre le 28, si je me rappelle bien, le 28 octobre. Et là, il y a un certain Napoléon Boyer qui est émissaire, qui va voir Frédéric Charles,
Voilà. Et alors cette armée de Metz, lorsqu'elle capitule, entraîne la perte de 3 maréchaux, 6 000 officiers, 17 000 hommes, 170 000 hommes, 1600 canons, 278 000 fusils, 3 millions d'obus et 23 millions de cartouches. C'est énorme. Bazaine, c'est une catastrophe. Il sera d'ailleurs jugé en conseil de guerre et il sera infligé la peine de mort, mais il sera par MacMahon, justement, qui était président à cette époque-là, quelques années plus tard, après 1871. MacMahon va le gracier. Il écopera de 20 ans, mais il va s'évader et partir en Espagne. Notre cher Bazaine, voilà. Alors, rapidement, là, je vais passer rapidement, c'est la commune à l'intérieur de Paris. Le 31 octobre 1870, après la reddition de Metz, à Paris, on n'est plus d'accord avec le gouvernement de défense nationale fait par les Jules, même par Gambetta. C'est une insurrection qui se fait à l'hôtel de ville, où les gens de la commune de Paris, enfin les républicains de gauche, vont essayer de renverser le gouvernement, chose qui ne marchera pas, mais qui marchera un peu plus tard. Alors, il y a des affiches qui sont placardées en disant que ce gouvernement ne fait pas l'affaire. Enfin, vraiment, les gens sont excédés, ils en ont marre. Surtout Paris. À Paris, les Parisiens ont beaucoup souffert. Et alors, le 22 janvier, après, bon, voilà, excusez-moi, je vais faire très vite parce que je vous garde jusqu'à minuit, vous ne serez pas contents. Le 22 janvier 1871, il y a un soulèvement parisien, pareil, qui vise justement à empêcher le gouvernement de la défense nationale de décider de la capitulation de Paris lors de la guerre franco-prussienne. Ils veulent continuer la guerre, c'est encore possible, pourquoi pas, il y a plein de forces à l'extérieur de Paris. Mais manifestement, ça ne marche pas. Il y a des élections qui se font. Ça, c'est des candidats de gauche, socialistes révolutionnaires, les blanquistes, les proudhoniens et les autres, qui veulent essayer de monter un gouvernement, mais ça ne marche pas. L'instauration du nouveau régime du 8 février 1871, ça c'est le gouvernement provisoire, avec ce que je vous disais, plus de la moitié des personnes qui sont des orléanistes, légitimistes et bonapartistes. Les républicains, ce n'est plus que le rouge et le saumon qui est à côté, tout le reste est bonapartiste et orléaniste dans cette fameuse Troisième République. Troisième République, vous savez, qui va être la République la plus longue, puisqu'elle va durer jusqu'à 1940, jusqu'au gouvernement de Vichy, jusqu'à Pétain. 18 mars 1871, c'est la Commune, c'est Paris qui se révolte. Donc on connaît l'histoire des canons. Bon, là, il faudrait que je fasse une conférence sur la Commune spécifique. Les canons qui veulent être récupérés par le gouvernement, c'est les canons qui ont été payés par les Parisiens. Et ils veulent les garder pour lutter toujours contre les Prussiens qui se trouvent sur la butte Montmartre. Quand ils veulent enlever les canons, il y a une fraternisation qui se fait entre le peuple et les lignards. Ce n'est pas la garde nationale, les lignards, le 88e de ligne, qui iront même jusqu'à fusiller leurs généraux, le général Thomas et le général Lecomte. Le départ des lignards vers Versailles, parce que là aussi, il y a beaucoup de problèmes, puisque Thiers va être chef du gouvernement, en quelque sorte, et va installer le gouvernement à Versailles, qui est le haut lieu, évidemment, de la monarchie. On pense à Louis XIV, tout ça, dont on ne s'appelle pas du tout aux républicains. Alors, la conséquence de cette guerre, ben, la guerre, c'est fini, évidemment. Il y a l'armistice et la paix. Guillaume Ier avec Bismarck et tous les chefs prussiens vont à Versailles dans la galerie des glaces. Ils vont proclamer l'Empire allemand. Donc Guillaume Ier devient empereur d'Allemagne. On connaît les conséquences, c'est ce que je disais au départ. 14-18, 39-45. Il y a 51 000 morts côté allemand, 139 000 du côté français. Bon, ça, c'était les histoires de la variole. Bon, ça, on va passer. Suite à cette guerre, il y a un vieillissement de la population en France. Il y aura un appel à l'immigration des Polonais, beaucoup de Polonais italiens. Il y aura aussi une réorganisation administrative des écoles libres des sciences politiques, c'est-à-dire que les militaires, on voit très bien qu'en 1870, l'état-major n'était pas compétent, donc il y avait un problème au niveau de l'enseignement des officiers et sous-officiers. Donc le service militaire obligatoire, il y a un service militaire obligatoire, et pour éviter un peu le problème des gens qui vont chercher les chaussures à Orléans, la casquette, ainsi de suite, on crée 18 régions militaires, et surtout, on sait que bientôt il y aura une prochaine guerre, puisque même Moltke et Bismarck, dès 1875, avaient pensé réattaquer la France. Parce que la France, à la fin de 1871, les Prussiens
dans le traité de paix, marque que la France doit payer, en dédommagement de la guerre, 5 milliards de francs or. C'est énorme, c'est énorme. Et les Prussiens disent, hein, ils en ont pour pas mal d'années pour le payer. Donc on va rester en France longtemps, et ça va calmer un peu les Français pour quelque temps. Manque de chance, la France, à cette époque-là, est un pays très très riche. Et en plus, ils vont avoir des aides des capitaux anglais, et ils vont très rapidement rembourser la dette en 2-3 ans. C'est-à-dire que 1873, le dernier Prussien part de France. Mais on sait que ça risque de revenir, comme je vous disais, en 1875, Moltke et Bismarck, on le sait par les écrits, veulent recommencer la guerre pour en refoutre une petite raclée à la France. Et après, on va mettre en place les régions militaires, et on va mettre surtout la barrière de fer d'Ouaumont, la ligne Maginot. La ligne Maginot, elle servira mal, même pas du tout, puisque en 1940, lorsque les Allemands ils passeront par les Ardennes, hein, et puis par la Belgique, hein, et la ligne Maginot ne servira absolument à rien. Et c'est en 1887 que se mettra en place aussi le souvenir français, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, dans des conditions pas possibles. C'est là qu'il y aura des grands cimetières qui se mettront en place et qui seront encore gérés actuellement, puisque, comme je vous le disais, actuellement, à la salle polyvalente, il y a le souvenir français, la délégation de Toulouse et de Revel qui est en train de faire une exposition. Cette guerre est très peu connue, comme je vous dis, et a été un peu effacée. Donc, comme je disais, cette république qui est pour moi, pour nous, pour beaucoup d'écrivains, une pseudo-république en 1871, ne devient véritablement vraie république qu'en 1876. Celle-là, elle s'installe durablement et avec des lois sociales dignes de la République. Et par le traité de paix signé à Francfort le 10 mai 1971, la France va perdre le nord de la Lorraine et presque toute l'Alsace. C'est la Moselle, rien que la Moselle. Non, c'est la Moselle et l'Alsace, à l'exception de Belfort. Pourquoi l'exception de Belfort? Eh bien, dans cette guerre, il y a eu trois chefs de guerre français qui ont permis d'éviter un petit peu que tout soit annexé. C'est, comme je disais, d'Enfer Rochereau, qui était colonel, qui a gardé le territoire de Belfort. Donc Belfort n'a pas été touché. Il y a ensuite Bourbaki, qui a réussi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il s'est battu comme un lion et il s'est retrouvé en Suisse avec tout son corps d'armée. Il est allé se réfugier en Suisse. Et la troisième personne, c'est assez curieux, mais il est connu, mais surtout pour la nationalité italienne, c'est Giuseppe Garibaldi, qui a été un chef de premier rang, qui a réussi à tenir les Prussiens en respect. Giuseppe Garibaldi, qui a un nom italien, mais qui est né à Nice. Et Nice, vous le savez, c'est un peu comme pour Bonaparte à la Corse. Nice était devenu français peu de temps avant qu'il naisse. Donc il aurait pu être italien, mais Giuseppe Garibaldi était italien, mais aussi français. Et il s'est battu pour la France, et c'est un véritable patriote. Donc, comme je vous disais, cette Troisième République va s'installer durablement jusqu'en 1940, jusqu'à ce qu'il y ait la Quatrième République en 1944. Voilà, merci, j'ai fini. Ça s'arrête comme ça. 10 heures, écoutez, 1h30, bon, c'est long un peu quand même. Mais j'espère que ça vous a plu. Et à la fin, j'ai fait un peu vite, j'avais plein de choses à vous dire. Mais rien ne vous empêche d'aller chercher, parce que maintenant, pas la peine d'avoir des 20, 30, 40 bouquins. Il suffit d'aller sur YouTube, vous tapez Gare 1870. Vous avez des conférences, vous avez plein de dossiers, tout est expliqué. D'ailleurs, c'est pour ça, moi je ne suis pas compétent sur la guerre, je ne suis pas un historien compétent, spécifiquement la guerre 70. Je l'ai fait parce que je voulais que la Société d'Histoire commémore, j'allais dire fêter, non, commémorer la guerre de 1870 pour son 150e anniversaire. Donc ça fait plusieurs semaines que j'ai cherché. Alors chez moi, j'ai plein de trucs. J'aurais pu vous faire un truc sur 3-4 heures. C'est absolument passionnant et c'est là que l'on peut comprendre plein de choses. Ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est vrai que si Napoléon III a été un empereur très autoritaire, où il a été privé de liberté, au bout d'un moment,
il a, vers les années 1860-65, il a libéré un petit peu, contraint et forcé quand même par les forces ouvrières, par les républicains. Il a ouvert plus ou moins ce champ, cet espace social qu'il n'y avait pas au début de son empire. Mais ce qu'on peut en tirer, c'est que pour la fin de la guerre de 70, malgré les erreurs qu'ont fait les Mamelouks, que les bonapartistes et la princesse Eugénie, moi, ce que je retiens quand même, parce que je l'ai appris, je ne pensais pas que je ne connaissais pas cet aspect des trucs, la princesse Eugénie Napoléon III, jusqu'à la fin, avant d'être empereur impératrice, je ne vais pas faire une apologie de l'Empire, hein, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas là pour parler politique en plus, mais l'impératrice Eugénie Napoléon III, avant d'être empereur et impératrice, ont été de véritables patriotes français, puisque eux, comme Gambetta, ont refusé que la France se fasse envahir et étaient d'accord pour la guerre à outrance, comme l'a été Gambetta. On a payé le prix fort, mais 3 ans après, ils étaient partis. Ils reviendront, ils essaieront de revenir, en tout cas, en 1914. Voilà. Alors, si vous avez des questions, attendez. Ah, je me fais vieux, j'ai le rotule qui... Je fais comme Napoléon III, mais ça ne se passe pas dans la vessie. Oui, Jean-Paul, deux remarques. Hein? Deux remarques. Oui. Avant 1876, tous les votes sont censitaires. Oui. Et en 1876, ce n'est pas du suffrage universel, puisque les femmes n'ont pas le droit de vote. Oui. Hein? Tout à fait. On est bien d'accord. On est d'accord. Deuxième remarque, la thèse de doctorat de Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain, porte sur la période du 19e siècle jusqu'en 1876, ouais. Et montre que toute cette partie diplomatique retentit jusqu'aujourd'hui. Oui. Et que c'est oui. aujourd'hui un des fondements de la politique étrangère actuelle. C'est exactement ce que tu dis. Je l'ai souligné un petit peu à un moment donné quand j'ai parlé de la Crimée, de l'Ukraine. On voit très bien tout ça. Les nationalismes actuellement qu'il y a en Europe, mais ça c'est des nationalismes un peu différents. Autant au XIXe siècle, tout était morcelé. L'Italie, c'était pas un pays entier. Il y avait au moins 10-15 royaumes. En plus, ils étaient plus ou moins bouffés par le royaume de, alors, je ne suis pas spécialiste, mais de Sardaigne, de Sicile. Il y avait même le Danemark qui avait des vues sur l'Italie, les Autrichiens, bien entendu, tout ça. Mais c'est vrai que c'était une causalité de guerre, tout ça, sans arrêt. Donc, le fait que Napoléon III s'inscrive à partir des années 60, je dirais pratiquement même 1860, dans la nationalité, je ne vais pas dire le nationalisme, parce que c'est une autre consonance, dans les nationalités, aller dans le bon sens. C'est-à-dire, quand vous avez un pays avec des frontières vraiment claires et nettes, normalement, il doit y avoir moins de guerres, sinon pas de guerre du tout. Chacun est chez soi, il y a ses frontières. Après, il y a les problèmes économiques, on le voit actuellement. Les frontières, on le voit aussi avec la Russie, l'Europe, l'Amérique, la Chine, les expansions économiques. Enfin, c'est exactement ce que tu viens de dire. L'histoire, on le dit, pour connaître ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien de connaître le passé. Et éventuellement, pour prédire l'avenir, c'est aussi bon de savoir ce qui s'est passé avant et de bien regarder ce qui se passe aujourd'hui. L'histoire, il y a certaines personnes qui disent que l'histoire revient, pas toujours de la même manière, mais si vous regardez 1870, l'histoire des gouvernements, des gens qui étaient qui voulaient faire la paix de suite avec les Prussiens, tout ça, on retrouve ça aussi un peu en 40, avec De Gaulle qui part, qui appelle à continuer la lutte, hein, avec Pétain qui fait de la collaboration, et ainsi de suite. Question ? Les vestiges de Séréville, de Prades, les vestiges architecturaux de cette époque, ce sont les casernes. Et il y a eu des établissements militaires nombreux qui ont été construits et qui ont été démantelés dans les dernières années. Alors, est-ce que c'est sous Napoléon III que ça a été construit ou sous la Troisième République? Cela est ma question. Troisième République. Oui. Alors, certainement, voilà. Peut-être toi, tu connais mieux la réponse que moi. Sous la Troisième République, on commence les constructions des casernes et tout ça. À partir de 1890-1900. Douaumont, tout ça. Oui.
Voilà, la ceinture de fer qui s'appelle, la ceinture de fer qui a bien servi pour Verdun, par exemple, avec tous ces forts. C'est ce que dit M. Thibault, donc 1890. Par contre, il y a eu des défenses qui ont été faites, mais qui étaient tout à fait différentes. C'était, à partir de la guerre de 1870, la guerre, c'est une autre guerre. On en parlait tout à l'heure, puisque vous avez eu un de vos ancêtres qui était à Richthofen, qui a été un cuirassé de Richthofen. La cavalerie, c'était fini après. Après, c'est fini. Et puis, les uniformes, il y a moins de rouge, quoi, par exemple. Et après, il y a les guerres éclairs, avec Hitler et tout ça. Ça change complètement. Et on a vu, par exemple, après une autre phase où, par exemple, les grands édifices défensifs comme un Maginot servent à rien, quoi, puisque la guerre devient très mobile. Ben ouais. Pas d'autres questions? C'est bon, merci. Merci de votre patience. Hein. C'est pas facile. Et des fois, j'ai failli m'embrouiller, mais bon, je crois que ça a été.